Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des news de la semaine en crypto et c'est pour tout de suite. On va démarrer par une petite analyse du market cap. Si on regarde cette courbe, on voit que le haut ici du marché, c'était en décembre 2017, puis petit à petit, ça a fait que baisser avec une hausse ici en mai 2018. Mais ensuite, on a continué à baisser jusqu'en novembre 2018. Mais depuis novembre 2018, on le voit qu'il y a une forte progression et on remonte à des niveaux quand même assez hauts, puisque aujourd'hui en market cap, on est remonté à 279 milliards. Si on regarde ici le graphe sur 3 mois, on voit que le lancement de tout ça, ça a été le 1er avril. Depuis le 1er avril, on ne fait globalement que monter. Puis c'est une belle courbe puisqu'on était à 146 milliards. Et aujourd'hui, donc on voit, on est quasiment à 280 milliards. Et globalement, on a fait que monter avec une belle progression ici depuis le début mai aussi, où on est passé de 185 à 280. Donc on a pris quasiment 100 milliards ici sur un mois. On va regarder au niveau du Bitcoin la courbe. Là, pareil, on voit début 2019, c'est ce point ici, des 3120. Ça a été le bas de la crise pour le Bitcoin. On n'est pas descendu en dessous des 3120 $. Et là, on voit une très très belle progression. Donc, chaque bougie ici représente une semaine. Alors, si on zoome comme ça un petit peu en arrière, on voit ici tout à fait à gauche donc le haut du marché pour le Bitcoin avec la barre, le pic à 20 000. Et aujourd'hui, on reprend pas mal de couleurs puisqu'on a eu un pic à 8 953 $, ce qui commence à faire déjà très très haut. Si on regarde ensuite les coins en détail sur la semaine, on voit ici la troisième colonne, c'est la colonne ici à 7 jours. On voit un Bitcoin qui a pris 13%, un Ethereum qui a pris 15%, un XRP qui enfin remonte un petit peu plus fort que les autres avec 23%, un EOS qui fait du 36%, un Bitcoin Cash ici 20% sur la semaine, un Litecoin qui maintenant est à 117 $, donc qui a largement passé la barre des 100 $. On a un Binance Coin qui se stabilise un petit peu, il a fortement monté. On reste quand même à 34 $ avec 10% d'augmentation. La super performance de la semaine, c'est le Bitcoin SV. Moi, personnellement, c'est un coin que j'aime pas beaucoup, mais si vous êtes dans le monde de la spéculation, si vous voulez acheter et vendre, c'est un coin qui varie énormément. Et là, sur la semaine, avec un record à 116%. Waouh, 116% sur la semaine pour Bitcoin SV. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de 20%? On a un Cardano au-dessus de 20%. On a un Tron à quasiment 30% aussi. Super performance pour Tron. On a un IOTA avec des mises à jour qui ont été annoncées, des évolutions assez majeures. Alors, ce qui fait que IOTA prend 38% sur la semaine. On continue avec Leocoin ici, 31%. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le top 20? On a un Neo à 25% et un Ethereum classique à 24%. Donc une super semaine pour tout le monde. Ça fait, en tout cas moi ça me fait plaisir. J'imagine que vous aussi ça vous fait vraiment plaisir d'avoir enfin un marché qui on peut dire se porte en ce moment très très bien. Alors maintenant qu'on a dépassé largement la barre des 8 000 $, qu'on est quasiment à 9 000 $, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi je ne suis pas devin, donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder à ce qui s'est passé en 2017. Alors on a ici un tweet de Rhythm Trader et lui il a repris les différentes étapes et on voit que maintenant ça peut aller très très vite. On est passé en 2017 de 8 000 $ à 10 000 $ en seulement 11 jours. Ensuite de 10 000 $ à 12 000 $ en 7 jours. Et de 12 000 à 14 000 un jour, 14 000 à 16 000 un jour. Et une fois qu'on était à 16 000, ça a pris une grosse semaine pour aller à 18 000
avec le pic à 20 000. Donc ça veut dire que quand on est sur un marché qui est très très optimiste, en moins d'un mois, on est capable de passer de 8 000 $ à quasiment 20 000 $. Est-ce que c'est ce qui va se passer cette fois-ci? Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur une tendance qui va être un petit peu plus durable. Alors il va y avoir des hausses, il va y avoir des baisses, hein, ça c'est normal, hein, on ne peut pas simplement faire que monter. C'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices une fois qu'il y a des grosses hausses. Mais globalement, on est sur une tendance haussière. Il y a une chose aussi qui est différente par rapport à 2017, c'est que 2017, c'était très, très, très spéculatif. Parce que le Bitcoin était beaucoup moins mature, il y avait encore une incertitude derrière le Bitcoin. En 2017, on ne savait pas si ça allait être un asset qui allait vraiment prendre, qui allait être utilisé. Entre fin 2017 et aujourd'hui, mi-2019, le marché a évolué. On sait que le Bitcoin, aujourd'hui, il est utilisé par de très très grandes entreprises. Hein. On sait que Microsoft et d'autres utilisent et construisent sur le Bitcoin. On sait qu'il y a aujourd'hui des gros sites commerciaux qui utilisent déjà le Bitcoin ou qui vont utiliser le Bitcoin, ou en tout cas accepter le Bitcoin en moyen de paiement. Donc le marché et l'écosystème est complètement différent. Donc je pense qu'on ne va pas avoir cette frénésie comme ça comme en 2017. On va monter beaucoup plus progressivement. Mais qui dit plus de progression, on dit aussi quelque chose qui est beaucoup plus sûr et qui va beaucoup moins chuter que par le passé. Alors ici maintenant on a un article de Bloomberg qui date du 24 mai. Donc Bloomberg c'est ce site très sérieux d'information financière qui parle maintenant de plus en plus de crypto, donc déjà ça c'est bon signe. Et il dit que maintenant les investisseurs, les mineurs commencent à s'occuper de l'effet halving. Donc le halving c'est quoi? C'est le fait que en mai 2020 il y aura 2 fois moins de bitcoins qui vont être produits par bloc. Un bloc c'est 10 minutes, on va passer de 12,5 à 6,25 produits. Donc il va y avoir de la déflation sur le bitcoin. Et ce que dit cet article, c'est que en fin de compte, il y a une demande qui augmente, qui anticipe en fin de compte le halving qui va arriver maintenant dans un an. Donc les investisseurs veulent avoir plus de Bitcoin, et de l'autre côté, on a des mineurs qui produisent donc ces Bitcoins qui vendent beaucoup moins les bitcoins produits, qui eux anticipent le fait que dans un an ça va monter. Donc ils vendent une partie de leur bitcoin, en tout cas de leur production, c'est pas forcément du bitcoin. On a vu qu'il y a aussi le Litecoin, le halving du Litecoin qui arrive aussi d'ici quelques semaines maintenant. Donc en tout cas ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vendre une partie des bitcoins produits pour payer l'électricité, les data centers et tout ça, pour payer aussi les salaires, et puis ils vont se garder une petite réserve parce que bien sûr eux ils préfèrent vendre leur bitcoin à 20-30 000 $, voire 50 000 $ qu'à 8 900 comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il commence à y avoir petit à petit une pénurie de bitcoin, ce qui fait que le prix augmente. Dans l'article aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre un petit peu ce qui s'est passé lors des 2 précédents halvings. On voit, ils disent ici qu'en 2012, dans les 12 mois qui ont suivi le halving, le Bitcoin est passé de 10 $, c'était que 10 $ à l'époque, à 1000 $ en un an. Ensuite, dans le halving suivant, le Bitcoin, lui, il a quadruplé pour atteindre les 20 000 qu'on connaît ou qu'on a connu pour ceux qui étaient déjà sur ce type d'asset en 2017. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver cette fois-ci? Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose, un boom comme en 2012 où on va faire des milliers de pourcents d'augmentation, ou alors ça va être plus raisonnable comme en 2017, voire encore plus raisonnable parce que vous pensez pas qu'on va faire un x4, donc un x4. En gros, on est un an avant à quasiment 10 000 $, donc ça voudrait dire qu'on serait au moins à 40 000 $ d'ici 24 mois, donc un an après le halving. Dites vos pronostics dans les commentaires, ce serait intéressant de voir vous ce que vous pensez. On va maintenant passer à une nouvelle que je pense vraiment importante et assez essentielle
dans l'écosystème des cryptos. Ça nous vient du beijingnews.com. On voit ici dans le tweet l'article original. Avant de passer sur les extraits qui ont été traduits, je voudrais un petit peu rappeler le contexte. Pour ceux qui n'étaient pas dans le monde des cryptos en septembre 2017, c'était le moment où la Chine a banni les exchanges. Donc tous les exchanges crypto ont dû fermer et on a vu un marché qui était début septembre à 176 milliards qui est passé 13 jours après à 107 milliards. Donc c'était moi personnellement le premier crack que j'avais subi et je m'en souviens très très bien. Alors passons maintenant à ce que monsieur Sa Xiao, qui est membre du conseil de la Banque de Chine, dit. Donc il dit d'abord qu'il est légal de posséder des bitcoins en Chine. Donc ça c'est déjà une bonne chose et il considère qu'il est aussi légal d'échanger occasionnellement des bitcoins entre individus. Donc c'est pas considéré comme un moyen de paiement, c'est même complètement et formellement interdit d'utiliser le bitcoin comme un moyen de paiement pour acheter des biens dans les magasins. Par contre, c'est un asset digital qui est reconnu, donc ça c'est vraiment une bonne chose, surtout que ce soit quelqu'un haut placé de la Banque de Chine, qui est quand même une banque étatique, et on sait ce que représente l'État en Chine. Ensuite, dans le troisième tweet ici en bas, il rajoute qu'il est légal de posséder des bitcoins... Non, pardon, ça c'était l'article d'avant. Donc, il dit que ces vues sont basées sur le cadre juridique actuel qui protège le droit de propriété des monnaies virtuelles, bitcoin inclus. L'échange peer-to-peer occasionnel de bitcoin est dans la nature du droit de disposition qui est un droit de propriété. Donc par conséquent, les possesseurs, la possession et l'échange peer-to-peer de bitcoin de façon occasionnelle est légal en Chine. Donc ça c'est quand même une chose qui, je pense, participe aussi à l'accroissement du marché. Donc ensuite, dans le deuxième tweet ici, il dit quand même qu'il pense que le business de trading du Bitcoin n'est pas sans risque, qu'il a causé d'importantes pertes de revenus dans le passé, parfois graves. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, ce qui peut entraîner la possibilité d'une sanction pénale pour les entreprises qui font du trading. Donc ça veut dire que ça doit rester quelque chose d'occasionnel, que si vous faites ça de façon... que ce soit un business, il faut faire attention parce que vous encourez de graves sanctions pénales s'il y a quelqu'un qui perd de l'argent suite à ça. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, il y a de nombreuses sociétés chinoises qui ont déjà investi dans la blockchain. Aussi, la Chine, c'est une grande puissance économique et ça a envie de rester comme ça dans le top des puissances économiques. Ils voient l'intérêt de la blockchain, ils voient l'intérêt des cryptos. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, je pense, c'est contrôler ce marché, pour protéger les investisseurs, les petits investisseurs, pour pas qu'ils perdent trop d'argent, mais aussi, bien sûr, qu'ils payent des taxes s'ils font des gains. Donc, moi, je vois que dans un futur, on ne sait pas dire si c'est un futur proche ou un futur à plus long terme, il va y avoir de façon légale des nouveaux exchanges qui vont souffrir et qui vont pouvoir ou permettre le trading de certaines cryptos, parce que donc, le gouvernement va vouloir contrôler les cryptos qui vont être tradés, et avec ça, ça va redonner confiance au marché chinois et encore injecter beaucoup de cash dans ce market cap. Dites-moi pareil ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle qui nous vient de Chine. Autre chose qui montre que la Chine est intéressée par le monde des blockchains et des cryptos, c'est qu'ils ont sorti un nouveau ranking, ici un nouveau classement, donc pour le mois de mai. Et ici, donc, en numéro 1, par rapport à leurs critères, c'est EOS, la chaîne la meilleure. Ensuite, il y a Tron, Ethereum, on a Steam, on a Ontology, on a Lisk, on a BitShare, on a Neo, donc qui arrive quand même à peine en 8e position. On a GXChain, que je ne connais pas. On a Nebula, que je ne connais pas très bien. On a Stellar, et le Bitcoin n'arrive qu'en 12e position. Puis on continue, ainsi de suite. De toute façon, je vais laisser le lien dans la description.
On va maintenant parler de société. On va démarrer par AT&T. Donc AT&T, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'Orange aux États-Unis. On a maintenant, ça vient du site d'AT&T, donc c'est un press release d'AT&T qui dit que maintenant ils acceptent le paiement des factures en crypto grâce à un partenariat avec BitPay. Et dit ce qui fait d'AT&T la première grande société de télécom au monde à accepter le paiement en crypto. Et le vice-président qui s'appelle Kevin McDorman a déclaré « Nous sommes toujours à la recherche d'améliorer nos services ». Waouh! Là encore, pareil, donc la plus grande société télécom américaine qui reconnaît en fin de compte l'usage des cryptos comme moyen de paiement puisqu'ils acceptent pour payer les factures, les cryptos et donc le Bitcoin et d'autres. À quand Orange qui fait la même chose et qui nous permet de payer nos factures en crypto. Un petit peu plus d'informations maintenant sur la prochaine crypto de Facebook. Donc ça nous vient de la chaîne BBC. Et on apprend ici dans cet article que Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, il a déjà rencontré le gouverneur de la Banque d'Angleterre pour discuter des opportunités et des risques du lancement d'une crypto-monnaie. Avant, il avait déjà discuté avec le Trésor américain. Alors, on sait maintenant que la crypto de Facebook va s'appeler Global Coin, rien que ça, le coin mondial, en gros. Et qu'il y a des tests qui devraient commencer avant la fin de l'année avec un lancement prévu dans une douzaine de pays avant le premier trimestre 2020. Donc on y arrive quand même assez vite. Donc Global Coin, ça montre quand même l'ambition de Mark Zuckerberg et de Facebook avec cette crypto-monnaie qui vraisemblablement va être un stablecoin, adossé certainement suivant les marchés, peut-être au dollar, peut-être qu'il y aura un stablecoin en français. Bon, c'est pas encore, on n'a pas tous les détails. Ce qu'on pense aussi, c'est qu'au début, ce token, il va être utilisé entre les utilisateurs des différentes plateformes du groupe Facebook. Donc, il comprend Facebook, mais qui comprend aussi WhatsApp et Instagram. Et ensuite, ce qu'on peut penser, c'est que à partir du moment où ce token, cette crypto-monnaie est utilisée par des millions d'utilisateurs au travers le monde, il pourrait être très facile à Facebook d'aller voir les marchands et de leur dire attendez, moi j'ai des centaines de millions de personnes qui ont mon token, pourquoi est-ce que vous ne les accepteriez pas dans vos magasins en tant que moyen de paiement? Donc je pense qu'avec un nom comme ça, avec l'ambition qu'a Mark Zuckerberg et Facebook, j'ai l'impression que c'est un token dont on va entendre fortement parler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors souvenez-vous d'une nouvelle dont j'ai parlé il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a à peu près 4 semaines, c'était Ersen Young qui avait développé un protocole sur Ethereum appelé Nightfall qui permet d'utiliser Ethereum dans des transactions privées. Donc c'était une solution qui ciblait cette fois-ci les entreprises pour qu'elles n'aient pas installé des blockchains privés ou avec permission, donc comme par exemple Hyperledger ou Corda. Alors on a maintenant une news qui est un petit peu similaire, qui nous vient de JP Morgan. Et donc JP Morgan, ils font un petit peu la même chose que Ersen Young il y a un mois. Donc eux, ils ont présenté une solution pour des paiements confidentiels aussi sur Ethereum grâce au développement sur le protocoleZether. Le protocoleZether, c'est une solution développée notamment par l'université américaine Stanford pour rendre les smart contracts confidentiels. Donc malgré le fait que JP Morgan utilise fortement Quorum, donc c'est leur solution de validation des transactions en temps réel, ils ont plus de 200 banques déjà dans ce consortium qui utilisent Quorum, mais bon, ils développent quand même à côté une solution sous Ethereum. Donc ça montre quand même que les blockchains publiques sont de plus en plus utilisées, pas simplement pour des projets B2C, donc entre les entreprises et les citoyens, mais aussi grâce à
tout ce qui encapsule Ethereum, donc aussi pour les projets B2B, donc entre entreprises. Donc que ces entreprises, elles n'ont plus forcément besoin d'installer ces blockchains avec permission, ces blockchains privées, qu'il faut dire, bon, sont quand même assez lourdes. On n'installe pas une blockchain entre 3-4 entreprises. Très simplement, il faut des data centers, il faut donc des serveurs, il faut du software, et ça coûte quand même très très cher. Le ticket d'entrée pour une blockchain privée, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros pour quelque chose de costaud, pour quelque chose de redondant. Cela montre aussi que malgré le fait qu'il y a beaucoup de blockchains plus jeunes qu'Ethereum, qui sont aujourd'hui plus performantes, que malgré tout, ces sociétés, elles utilisent Ethereum parce que c'est une blockchain qui est robuste, qui est aujourd'hui pas très rapide, mais qui va devenir, avec les évolutions, beaucoup plus rapide, qui a aussi beaucoup de développeurs qui utilisent Ethereum. La plus grande communauté de développeurs au monde est formée en Ethereum. Donc moi, je pense que Ethereum va avoir un bel avenir, malgré tout ce qu'on dit dans la communauté. Si on regarde aujourd'hui le prix d'Ethereum, on voit qu'il a effectivement encore beaucoup de progression à faire, beaucoup plus que le Bitcoin, parce que le Bitcoin, il est déjà à 9000 $, il est monté il a fait un maximum à 20 000, alors que ici, on a un Ethereum qui est même pas à 300 $, on est à 283 $ aujourd'hui, et que c'est monté quand même à 1400 $. Donc, il y a une forte marge de progression possible pour Ethereum, en tout cas plus grande que le Bitcoin et pas mal d'autres cryptos. Mais on voit que dernièrement, si on zoome un petit peu, par exemple, allez, on va zoomer ici sur 3 mois, on voit que la progression s'accélère depuis mi-mai ici, où on était encore à 187 $ et on a pris 100 $ comme ça en 15 jours, globalement en 15 jours, donc c'est une très très forte progression au-dessus du Bitcoin, de pas mal d'autres cryptos. C'est peut-être parce que le marché comprend que Ethereum ne va pas disparaître, parce qu'on a toutes ces entreprises qui développent au-dessus d'Ethereum, et ça va, je pense, s'accélérer. On va terminer les nouvelles par le survol d'une étude que j'ai trouvée qui vient de Electric Capital, qui a 66 slides, donc on ne va pas les passer en revue. C'est une étude qui concerne uniquement le monde du développement autour de la blockchain. Par exemple, sur ce slide, on voit le nombre de développeurs actifs, on voit que ça monte au cours du temps. Et puis il y a plein de statistiques. Ici, par exemple, on voit le nombre de développeurs actifs par mois, on voit que Cardano, Status, Eternity, Tron, EOS, Stellar, IOTA sont des projets qui sont très très actifs. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Puis on en voit d'autres, par exemple là je vois Fatcom, Electroneum, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de développeurs. Peut-être que c'est un petit peu un moins bon signe. Donc regardez un petit peu cette étude, c'est quand même assez intéressant pour se faire une idée. Tourner vraiment développement. Alors c'en est fini donc pour les nouvelles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette progression. J'ai l'impression, moi, qu'on commence à être dans ce qu'on appelle un bull run, même si ce n'est pas une progression exponentielle. Le marché, en tout cas, augmente. Ce que vous pensez aussi peut-être de la Chine qui s'ouvre peut-être petit à petit au monde des cryptos, qui s'ouvre à nouveau. Et puis, regardez aussi la vidéo de la semaine dernière, en tout cas la seconde version de la vidéo. Regardez le timestamp à 12 minutes et quelques, parce qu'il y a eu une censure de la première version. Je vous laisse regarder ça, mettez des commentaires sur cette censure, ce que vous pensez, est-ce que vous saviez qu'il y avait de la censure sur les chaînes. Donc, mettez vos commentaires dans la description. Et puis, je ferai en sorte de répondre à tous vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.